Bonjour. Pourquoi la géopolitique? À quoi sert la géopolitique? Quels sont les enjeux autour de la géopolitique? Et pourquoi la géopolitique permettrait de comprendre l'actualité et les conflits plus que, par exemple, l'économie? C'est le grand débat aujourd'hui. Beaucoup qui méprisent un petit peu cette discipline disent « mais si on connaît l'économie, si on croit que l'argent mène le monde », ce qui n'est pas entièrement faux, eh bien, pas besoin de grandes théories géopolitiques qui finalement sont un petit peu intellectualisantes, c'est aussi inutile que la sociologie. Il suffit de comprendre qui possède quoi. Eh bien, ce n'est pas vrai. La géopolitique existe depuis très longtemps, elle a beaucoup évolué. Nous allons voir aujourd'hui à quoi elle sert, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Je viens de dire déjà que la géopolitique, ce n'est pas l'économie. Il y a deux disciplines qui se complètent, l'économie et la géopolitique. Mais l'économie ne suffit pas à comprendre les enjeux internationaux. Pourquoi? Parce que la géographie commande l'histoire, la géographie commande le pouvoir. La géopolitique, c'est la contraction entre géographie et politique. Politique, pas au sens de politique politicienne, UMP, LR, Parti Socialiste, non, au sens de pouvoir. La politeia, la police, un mot d'origine grecque. Nous, quand on parle de politique, on fait allusion au pouvoir. Donc l'interaction entre la géographie et le pouvoir, c'est la géopolitique. Yves Lacoste dit que la géopolitique, c'est un conflit de pouvoir sur des territoires ou autour de territoires. Moi, je rajoute également, c'est un conflit entre les hommes qui se trouvent sur ces territoires. Et les hommes qui se trouvent sur ces territoires, ils n'ont pas qu'un besoin primaire de se nourrir, de se loger. Ça, c'est extrêmement important. Ils ont aussi des besoins irrationnels que nous appelons les représentations. Donc les hommes qui se trouvent sur les territoires, ils vont vouloir trouver des ressources, ils vont vouloir se nourrir, être prospères, mais ils vont parfois se battre pour d'autres raisons que la survie. Ils ne vont pas se battre uniquement parce qu'ils veulent survivre et ils veulent prospérer ou avoir plus d'argent. Il y a quelque chose qui est mystérieux dans l'histoire du monde. La plupart des guerres ont été possibles parce que on a mobilisé des êtres humains au-delà, justement, de l'économie. On a motivé des êtres humains à mourir pour une idée, pour une religion, pour une nation, pour un nationalisme, pour une histoire, pour un symbole. Récemment, en Inde, à Ayodhya, après 30 ans de lutte, les hindouistes ont réussi à consacrer le temple d'Ayodhya, qui a été construit sur la destruction d'une mosquée qui avait été édifiée par les impérialistes moghols au détriment des hindouistes. Après des siècles, en Inde, des gens se sont battus depuis une trentaine d'années. Il y a eu beaucoup de morts autour du temple d'Ayodhya. On pourrait parler aussi, bien sûr, de l'exemple de Jérusalem, mais aussi l'exemple du Kosovo Piolier, là où il y a les lieux saints de la Serbie et de l'orthodoxie serbe. Il y a plein de lieux comme ça qui sont symboliques et pour lesquels les hommes sont capables de mourir, alors que ce n'est pas ça qui va leur donner ni de la survie, ni de la prospérité. Donc vous voyez, la géopolitique, c'est un conflit de pouvoir sur des territoires, définition classique d'Yves Lacoste, mais aussi entre les hommes qui se trouvent sur ces territoires. Et pour vivre ensemble, qu'est-ce que font les hommes? Eh bien, ils adoptent des idéologies, c'est-à-dire des raisons pour lesquelles ils veulent vivre ensemble. Des visions du monde sont élaborées qui permettent de former société. Et donc, pour ces idéologies qui permettent de former société, les hommes se battent pour des idéologies. Un exemple, un militant de Daesh va vouloir mourir pour que le califat, un jour, règne sur toute l'humanité. On me rétorquera, il voudra aussi mourir pour aller au paradis et profiter des 72 vierges. Ce sont les deux choses. L'un va avec l'autre. Il voudra aussi mourir parce que le plus sûr moyen d'accéder au paradis, pour ceux qui l'ont formé, qui lui ont mis ça dans la tête, c'est d'aller mourir et d'être tué au nom d'Allah. Donc on voit bien que la preuve que les hommes ne sont pas uniquement mobilisés pour des raisons financières, le djihadiste qui va mourir pour qu'un jour le califat règne sur terre, il est clair qu'il ne va pas mourir pour avoir de l'argent, pour être prospère et rouler dans des Mercedes. La preuve, il ne sera plus là, il va mourir. Il dit même « nous aimons plus la mort que vous la vie ». C'est un cas extrême, mais Napoléon a réussi à mobiliser des millions de personnes qui étaient heureuses de mourir pour lui. Et même après son premier échec, après son retour pendant 100 jours, des masses de Français l'ont acclamé en disant « on veut encore aller une fois de plus jusqu'au bout pour vous ». Ça montre bien que ça paraît incompréhensible pour les économicistes, pour ceux qui croient que nous ne sommes mus que par des intérêts matériels, mais l'histoire de l'humanité montre que les hommes, on les mobilise beaucoup plus facilement et presque toujours avec des idées
plus qu'avec des promesses d'argent. Les guerres ont rarement été gagnées par des gens à qui on avait promis le pillage et à qui on avait promis qu'ils allaient pouvoir se servir sur la bête. C'est assez rare. Les grandes guerres, en tout cas modernes, des pays et des États, ont été gagnées par des idéologies qui ont mobilisé les hommes. Donc vous voyez, la géopolitique, c'est un conflit de pouvoir sur les territoires, également entre les hommes qui se trouvent sur ces territoires et qui les peuplent, et bien entendu entre les idéologies qu'on appelle des représentations qui s'opposent. L'histoire est faite en fait par une sorte... L'histoire est écrite par ceux qui font les modes commerciales, mais aussi les modes idéologiques. Les idéologies sont des modes. Quand on adhère à une vision du monde, en fait, c'est comme si on suit une mode pour acheter un produit. On a été formaté. Nous sommes formatés par des spécialistes qui savent faire en sorte que nous achetions tel produit en construisant des modes ou que nous nous comportions de telle manière. Mais pour les idées politiques et géopolitiques, c'est la même chose. Nous sommes formatés par des professionnels qui nous font penser ceci ou cela et qui nous donnent l'idée de nous battre pour ceci ou pour cela. Donc vous voyez bien que la géopolitique va bien au-delà de l'économie, même si dans la géopolitique, nous sommes obligés de tenir compte de l'économie. Mais aussi, voisin de l'économie, elle en fait même partie, bien sûr, l'énergie. Beaucoup de conflits ont été livrés pour l'énergie. De l'Irak, en passant par la Syrie. Vous savez que la guerre civile syrienne en 2011, 2012, 2013 a éclaté juste après que la Syrie a refusé un projet de gazoduc qui était favorable au Qatar, en ayant préféré celui des Iraniens. La guerre en Irak en 2003 surtout, mais même en 1990, était très liée à l'enjeu pétrolier, au contrôle des ressources de pétrole et de gaz, et bien sûr à la volonté de certains pays qu'on a punis qui ne voulaient plus faire d'affaires avec les majors, les grandes compagnies pétrolières internationales. On voit bien que l'énergie est aussi au cœur du conflit ukrainien, parce que contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas que comme explication que Poutine, qui est un méchant agresseur des gentils ukrainiens, il y a énormément d'énergie en mer Noire, et la mer Noire est un enjeu fondamental pour la géopolitique aujourd'hui entre l'Ukraine, l'Occident et la Russie. Le gaz et le pétrole, on retrouve bien sûr, on le retrouve de manière centrale dans ce conflit, puisqu'il y a l'affaire de Nord Stream 1 et 2, le fameux gazoduc Nord Stream 1 et 2 qui alimentait l'Allemagne et l'Europe en gaz russe, qui a été saboté par un commando ukrainien polonais probablement travaillant avec la CIA. Les enquêtes de Seymour Hersh et du tribunal allemand et ainsi que de Der Spiegel l'ont montré. Donc on voit bien que la géopolitique permet de comprendre à la fois comment les idéologies sont façonnées pour mobiliser les êtres humains, on les appelle des représentations. La géopolitique permet aussi de déceler les dessous des cartes et ce qu'il y a dessous les idéologies. Certes, nous ne sommes pas dupes. Nous savons que le monde est mené par des idées qui mobilisent les troupes, mais nous ne sommes pas dupes. Souvent, ces idées sont déployées pour mobiliser les troupes, les masses, afin de cacher de vrais mobiles peu avouables, par exemple des mobiles énergétiques, des mobiles d'appétit de puissance pure. Donc nous ne sommes pas dupes du fait que les idées sont extrêmement importantes pour mobiliser les masses, mais que derrière, il y a aussi les enjeux économiques, les avidités, les volontés de pouvoir, les désirs de territoire, car on ne se bat pas uniquement pour de l'énergie ou de l'argent ou de la richesse. On peut se battre tout simplement pour un territoire et pas uniquement parce qu'il abrite du gaz ou du pétrole. Parfois, ce territoire est purement symbolique. On le veut pour s'élargir, pour avoir une masse critique, ou tout simplement parce que ce territoire est symbolique, il a appartenu à ma nation dans le passé, même si on me donne un autre territoire ailleurs, je n'en veux pas, je veux le territoire qui m'appartenait, que j'ai perdu et que je veux retrouver, ce qui nous permet de citer un livre très important, Abdullah Azzam, le Palestinien frère musulman qui a formé Ben Laden et qui a créé Al-Qaïda, la base pendant la guerre froide pour lutter contre les soviétiques en Afghanistan. Abdullah Azzam, qui était aussi un jurisconsulte, professeur de religion en Arabie Saoudite et qui a été un grand artisan du salafisme, qui deviendra le salafisme djihadiste, a écrit un livre très célèbre, « Les territoires perdus de l'islam » que le califat, que le monde islamique doit retrouver. Tous les territoires qui furent un moment sous le joug de la charia et du califat doivent redevenir musulmans et appartenir à nouveau à un califat. On voit bien que la géopolitique, c'est une frontière, et j'arrêterai avec cela, ce sera ma conclusion pour cette introduction. La géopolitique est une méthode holistique, c'est-à-dire totale,
pluriel, interdisciplinaire, qui ne peut pas être uniquement fondé sur une méthode d'analyse. Il y a plusieurs méthodes d'analyse et surtout, c'est une méthode interdisciplinaire. C'est une démarche interdisciplinaire qui a trait, bien sûr, à l'économie et l'énergie, à la psychologie sociale. La psychologie est fondamentale pour comprendre la géopolitique, puisque si les idées sont des modes qui permettent de mobiliser les masses, même si après il y a d'autres raisons, pour mobiliser les masses, pour séduire, pour influencer, pour manipuler, tout simplement pour dominer, n'oublions jamais que manipulation, domination, politique, influence et séduction, c'est pratiquement la même définition. Faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans mon intervention. Donc la géopolitique, elle s'intéresse beaucoup à la psychologie sociale et à la manipulation psychologique, et même à la guerre psychologique, donc aux disciplines des sciences sociales, puisque pour faire admettre quelque chose à quelqu'un, et pour lui faire faire quelque chose avec son plein consentement qu'il n'aurait pas fait sans moi, bien évidemment, il faut connaître des méthodes très sophistiquées de persuasion, de consentement volontaire, de persuasion de l'opinion publique, comment on fabrique le consentement. Donc la géopolitique, ça permet aussi de comprendre comment je crée du consentement. Or, le consentement, c'est quoi ? Avec la soumission, c'est le secret du pouvoir. La Boétie dit que le secret du pouvoir passe par la servitude volontaire, l'aptitude des masses à aimer être dominé. C'est plus facile d'être dominé que dominant, c'est plus facile d'être employé qu'employant, qu'employeur ou entrepreneur. Eh bien, il faut susciter du consentement. Et comment on suscite du consentement ? Par la servitude volontaire, mais aussi par la fabrication du consentement qui nécessite des formations, des compétences particulières. Et le monde est gouverné, et ce n'est pas complotiste, le monde est gouverné par ceux qui savent créer les modes pour la consommation et les idées pour les représentations géopolitiques. Ceux qui créent des idées auxquelles nous adhérons réussissent à faire en sorte que nous consentons à être dominés par eux. Donc vous voyez bien, il ne suffit pas d'avoir des armes, de l'argent, de l'énergie, des gros territoires. Pour mobiliser les masses de son camp et les masses du camp adverse, ou pour même mobiliser son camp et démobiliser les masses adverses, il faut avoir des méthodes de persuasion. Et c'est pour ça que la géopolitique française, comme la géopolitique italienne, qui vient d'Yves Lacoste, et Caracciolo en Italie, Yves Lacoste en France, accorde énormément d'importance aux phénomènes à la fois matériels, on l'a vu, économique, énergétique, territoire, mer, terre, population, bien sûr c'est des critères fondamentaux, mais aussi aux phénomènes immatériels, ce qu'on appelle les représentations géopolitiques, qui sont des forces de mobilisation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. La suite sera consacrée, bien entendu, toujours à la géopolitique, mais avec de plus en plus, à chaque vidéo, une déclinaison sur les conflits actuels que vous pourrez mieux comprendre avec justement cette méthode des constantes et des variables et des phénomènes matériels comme des phénomènes immatériels. La prochaine vidéo sera consacrée au conflit russo-ukrainien, que j'appelle aussi russo-occidental, un conflit majeur qui fait que nous sommes dans une situation bien plus dangereuse que pendant les pires moments de la guerre froide. À la semaine prochaine.